Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière visioconférence de rencontre avec les auteurs en lice pour le prix lycéen du livre d'histoire 2025. Ce prix a pour but de récompenser un livre d'histoire pour ses qualités de recherche, de transmission de savoir et pour son accessibilité. Il permet aussi de faire découvrir aux lycéens les livres de recherche historique, mais aussi de développer leurs compétences d'analyse et d'expression orale, notamment à travers des débats au niveau régional et national. Le prix lycéen est l'un des nombreux prix littéraires de festival Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions les différents soutiens du prix lycéen de l'Histoire, la DGESCO, la Casden Banque Populaire, l'Espace culturel Leclerc de Blois, la MGEN, la revue L'Histoire et les deux associations, les Clionautes et la APHG. Alors ce soir, nous accueillons Madame Fanny Bugnon. Bonjour Madame Bugnon. Bonjour. Vous participez au prix lycéen du livre d'histoire avec le livre L'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pancallet, ouvrière bretonne, 1886-1972, publié en 2024 aux éditions du Seuil. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours de chercheuse? Oui, alors je suis aujourd'hui maîtresse de conférences en histoire contemporaine et en études sur le genre. J'ai une double casquette à l'université Rennes 2. J'y suis maîtresse de conférences depuis 2015, donc ça va faire 10 ans. Auparavant, j'ai eu un parcours de formation d'histoire classique, c'est-à-dire qu'après avoir passé le baccalauréat à la fin du XXe siècle, j'ai entamé un cursus d'histoire à l'université Paris 1 et j'avais déjà un goût pour l'histoire des femmes en particulier et j'ai eu la chance d'avoir des enseignements dédiés à cette thématique-là dès ma première année d'université. À l'époque, ça s'appelait un DUG, donc on dirait aujourd'hui licence 1. Et je me suis spécialisée sur l'histoire sociale du 19e et du 20e siècle. J'ai fait une maîtrise, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 1 en 2003 à Paris 1 sur un mouvement qu'on appelait les repopulateurs, c'est-à-dire un mouvement d'opinion et de lobbying qui visait à soutenir vigoureusement la natalité au sortir de la Première Guerre mondiale dans les années 1920 et qui ont abouti à un encadrement juridique de la sexualité, en particulier la répression de l'avortement et de ce qu'on appelait à l'époque la propagande anticonceptionnelle, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la contraception. Pourquoi je vous donne ce détail-là? C'est parce qu'en fait, il y a une sorte de fil rouge dans mon parcours, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à la fois pour les questions d'histoire des femmes, d'histoire du genre, d'histoire sociale et d'histoire des régulations aussi des libertés individuelles. J'ai poursuivi ensuite avec un DEA, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2, donc un travail qui préfigure un travail doctoral sur les femmes et la criminalité à caractère politique. Et puis, donc, j'ai ensuite entamé une thèse. Et pour ma thèse, j'ai quitté l'université Paris 1 et je suis partie travailler à l'université d'Angers sous la direction de Christine Barr. Donc, pour développer une thèse que j'ai soutenue en 2011 sur la question des femmes dans les organisations armées en France et en Allemagne dans les années 1970-1990. Et puis donc après cette thèse, donc en 2011, qui a donné lieu à une publication aux éditions Paillot en 2015, eh bien, j'ai travaillé dans un projet collectif, ce qu'on appelait un postdoctorat, donc après la thèse, pendant 2 ans à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup déménagé, c'est aussi ça, la vie universitaire parfois. Et en tout cas, ce n'était pas pour me déplaire. Donc à Bordeaux, où j'ai travaillé avec un collectif de chercheurs et de chercheuses sur la façon dont des femmes avaient pu s'engager en politique à l'échelle locale, notamment avant d'en avoir le droit, c'est-à-dire avant 1944. Et donc tout cela préfigure aussi en quelque sorte le travail que j'ai continué à développer et notamment l'ouvrage pour lequel je suis en échange avec vous. Voilà. Et puis j'ajoute sur la question de la mobilité,
Les études sur le genre, la question de l'histoire des femmes et du genre était un petit peu développée en France, mais n'avait pas forcément pignon sur rue comme elles peuvent l'avoir aujourd'hui lorsque j'étais étudiante. C'était vraiment des initiatives très locales et plutôt marginales. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ma thèse, j'ai fait un semestre d'échange au Québec, à l'université McGill de Montréal et à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, donc à la fois une université anglophone et aussi une université francophone pour nourrir ce dont j'avais besoin en matière d'études sur le genre. Voilà. Vous avez découvert Joséphine Pencalet au détour d'une conversation sur les luttes sociales en Bretagne. Et donc, vous avez décidé de retracer dans votre ouvrage le parcours de cette femme, mais pas en tant que symbole comme elle a été présentée et reprise à travers les luttes féminines du XXIe siècle, mais plus en la présentant qui elle était réellement, en tant que femme socialiste de l'époque qui a agi et œuvré pour obtenir des droits, et en l'occurrence, pouvoir réussir à monter son salaire lors de la grève, et qui s'est présentée après à cette élection, qui a été élue en 1925 en tant que conseillère municipale, mais dont le vote a été ensuite invalidé. Donc s'est servi de son nom comme un modèle féministe au XXIe siècle, alors que pourtant elle ne portait pas ces luttes à l'époque-là, et on a transposé des problèmes actuels sur une lutte qui n'était pas du tout telle à l'époque. Donc j'ai identifié vos sources comme par exemple Michel Perrault, je me suis renseignée sur elle, et elle travaille sur l'absence des femmes dans l'histoire jusqu'à cet élan de féminisme au XXIe siècle qui va essayer de les mettre en avant. Et vous utilisez comme source ses œuvres à elle, de nombreuses autres œuvres, et également les archives que vous avez pu trouver à Douarnenez, les archives du Parti communiste socialiste en Bretagne, et la mémoire orale qui vous a été transmise suite au fait que de nombreuses personnes vous aient transmis ce qu'elles savaient sur Joséphine Pencalet, qui était donc une penne-sardine à Douarnenez au début du XXe siècle et qui travaillait dans une conserverie. Voilà. Alors, je peux rebondir du coup là sur ce que vous venez de mentionner. Oui. Alors en fait, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'après ma thèse, j'avais fait ce qu'on appelle un post-doctorat. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, j'ai commencé à travailler sur Joséphine Pencalet. Alors en breton, on prononce, alors je ne suis pas bretonnante, mais on prononce Pencalet parce qu'en breton, c'est un patronyme breton et on accentue les consonnes de fin de syllabe. Et c'est un mot qui veut dire têtu en breton. Et c'est assez amusant, la signification de ce patronyme. J'ai commencé donc à travailler sur elle en 2012 pendant ce post-doctorat. Parce qu'elle fait partie des femmes qui ont été élues, c'est-à-dire des premières femmes qui ont été élues en France en 1925, à une époque où les femmes étaient pourtant dépourvues de droits politiques, ce qui est a priori un objet impensable. Pendant longtemps, quand des collègues me demandaient quel était mon sujet de recherche et que je disais je travaille sur les femmes élues avant d'en avoir le droit, il y avait un petit moment de silence parce qu'effectivement, on a du mal a priori à se dire que des femmes ont pu être élues alors qu'elles n'en avaient pas le droit. Donc c'est dans le cadre de ce post-doctorat que j'ai travaillé sur spécifiquement son élection en 1925 et son annulation par le Conseil d'État dans les mois qui ont suivi. C'est tout de suite un personnage que j'ai trouvé très intéressant. Alors je précise que je n'ai pas de lien biographique avec elle, je n'ai pas non plus de lien familial avec Douarnenez, donc il n'y a pas d'enjeu biographique personnel, intime, en tout cas pour moi dans ce travail. Mais malgré tout, c'est un personnage auquel je me suis attachée parce qu'elle est, comme beaucoup de femmes de classe populaire, un peu entrée dans l'histoire par effraction électorale. Et comme le dit Michel Perrault, qui a signé la préface de ce livre, c'est une ouvrière et les ouvrières, elles n'écrivent pas leur autobiographie. Donc à partir de ce moment-là, on va les trouver dans quelques sources qui ont trait au traitement de l'accident électoral et une forme de déviance relative, mais une forme de déviance, en tout cas de distorsion avec la norme, c'est-à-dire dans les archives de surveillance, dans des archives de police, et puis dans les archives de l'administration préfectorale et du Conseil d'État qui vont rappeler le cadre juridique. On la trouve aussi grâce à une enquête que j'ai menée au long cours avec des sources orales avec ses descendants.
Et de ce point de vue-là, quand on s'intéresse aux femmes de milieu populaire, l'histoire orale revêt une importance toute particulière lorsqu'elle est rendue possible parce que il y a beaucoup de silence dans les archives et en tout cas pour éclairer toute une partie de sa vie, eh bien, j'ai eu besoin de recourir à ces sources orales, donc avec ses descendants ou avec des gens qui s'intéressaient à la mémoire ouvrière à Douarnenez, puisque Douarnenez, c'est une petite ville qui se situe à la pointe bretonne, à l'extrême ouest de la Bretagne, et qui s'est développée autour d'une industrie très spécifique qui s'appelle l'industrie de la conserve de poissons. Et on dit une penne sardine, une tête de sardine en breton, parce que c'est le principal poisson qui était pêché et mis en boîte à partir du milieu du 19e siècle, et que l'histoire de Joséphine Pencalette, c'est au-delà de son individualité, l'histoire aussi du travail des femmes, de l'industrialisation d'un territoire qui à l'époque était peu industrialisé et qui s'est développé à la faveur donc de ces usines. Il va y en avoir une vingtaine à Douarnenez, à la période en tout cas de la vie de Joséphine Pencalette. Et c'est un endroit qui concentre cette activité, c'est une mono-industrie dans laquelle les femmes travaillent sans faire concurrence aux hommes, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en sciences sociales une division sexuelle du travail. Je schématise à peine, les hommes sont en mer et pêchent, et quand je dis les hommes, ce sont aussi les garçons, hein, les enfants garçons dès l'âge de 12 ans officiellement, et puis les filles qui vont à l'usine parce que le poisson c'est une matière première extrêmement fragile. À l'époque, on n'a pas les techniques de conservation qu'on peut connaître aujourd'hui, donc il faut pouvoir traiter rapidement le poisson et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Je vous donne un chiffre pour situer un peu. Douarnenez, au début du XXe siècle, c'est à peu près 15 000 habitants pour toute l'agglomération. Il y a 5 000 marins, 5 000 inscrits maritimes et 40% de la population a moins de 15 ans. C'est une ville jeune, c'est une ville à la démographie très dynamique et qui est entièrement tournée vers la mer et son industrie. Et cette industrie, elle va connaître des grèves et Joséphine Pencalette va participer à une grève qui va servir en quelque sorte de tremplin à son entrée en son nom dans les archives à la faveur de son élection, donc, dont on célèbre cette année le centenaire puisqu'elle a été élue le 3 mai 1925. Donc je me suis peut-être un petit peu écartée de ce que vous disiez tout à l'heure, Zoé, mais je me permets de reposer ça. Et quand j'ai commencé à travailler sur elle en 2012, j'ai fait ce qu'on attend classiquement d'une historienne ou d'un historien, c'est-à-dire que j'ai publié un article dans une revue et puis un chapitre dans un ouvrage de recherche. Et je me suis arrêtée là, d'abord parce que je trouvais que je n'avais pas assez de sources pour aller plus loin à ce moment-là, et surtout parce que je pensais que ce sujet n'intéresserait pas grand monde. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, son nom a été remis en circulation, notamment autour d'une mémoire féministe au début du XXIe siècle. Et j'ai commencé à entendre des choses plus ou moins farfelues la concernant, qui ne correspondaient absolument pas, enfin, qui coïncidaient partiellement avec ce que j'avais pu voir dans les archives. Et donc, j'ai voulu en fait retracer sa vie en me disant, je vais chercher d'autres archives. Et puis surtout, en me disant, il y a en fait matière à faire un livre, il y a vraisemblablement des gens que cela va intéresser, pardon. Et j'ai eu à cœur de proposer ce livre à un éditeur qui a une envergure nationale, non pas par mépris pour les éditeurs locaux, et je pense qu'ils font un travail extraordinaire, mais pour qu'on intègre son histoire au grand récit national, en quelque sorte, que mes collègues historiennes et historiens la prennent au sérieux et l'intègrent, et pas seulement qu'on la folklorise et qu'on la renvoie à une particularité locale, parce qu'au-delà de son cas, on éclaire aussi plus largement les mutations de l'histoire des femmes et de l'histoire du travail au 19e et au 20e siècle en France.